RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour De quoi je mail, votre rendez-vous dédié à la tech du week-end sur RMC le dimanche matin, mais aussi en podcast sur rmc.fr en version audio dès le vendredi. Vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur 01 TV, sur 01nettv.com, sur la page YouTube de 01 TV et dorénavant donc sur les box SFR Orange, sur la chaîne 01 TV. Je suis ravi de vous retrouver. Avec au menu pour ce De quoi je mail tout à l'heure, nous irons du côté de Taïwan pour découvrir un constructeur de PC très intéressant. Il s'agit d'Asus. Quelle est l'histoire d'Asus ? Qu'est-ce qu'il fabrique ? Vous verrez qu'il y a pas mal de choses intéressantes, notamment on va dire la particularité d'Asus qui est de miser sur l'innovation. On évoquera aussi peut-être le futur du PC qui sera un grand écran pliable. Ce sera tout à l'heure avec le porte-parole d'Asus France. Je vous rappelle que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de ce De quoi je mail avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de quoi je mail. Merci d'être là et bienvenue. Et pour débuter, c'est le club de la presse IT. Jean-Sébastien Zanqui est là, fidèle au poste, bien sûr. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com et en renfort, c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on accueille Emmanuel Paquette. Bonjour Emmanuel. Bonjour François. Bonjour, la rédaction de l'Express aussi est représentée donc avec Emmanuel Paquette, la nouvelle version de l'Express qui maintenant s'installe et que vous pouvez retrouver toutes les semaines dans les kiosques. Exactement. Et la version et sur les kiosques aussi, bien sûr. Voilà, avec une particularité qu'on n'a pas évoquée, c'est que vous pouvez aussi écouter l'Express avec les podcasts. Ça, c'est une vraie innovation. Tous les articles en fait de l'Express sont disponibles en podcast audio. Comme ça, si vous êtes en voiture, par exemple, vous pouvez écouter tous les dossiers. Et lus par des acteurs. Acteurs, non pas par vous. Non, j'ai pas ce talent. Oh, vous en avez quand même, Emmanuel, on s'en rend compte toutes les semaines. L'actu de la semaine, donc pour débuter, Jean-Sébastien, on va parler de Google Maps qui fête ses 15 ans. Et oui, déjà, c'était le 8 février 2005. Google donc lançait son service Maps. Seulement quelques mois d'ailleurs après Gmail, c'était une période faste pour Google. Et Google Maps, quand même, c'était le premier site de cartographie qui était entièrement consultable depuis un navigateur. Donc, sacrée innovation à l'époque. Et donc, 15 ans plus tard, Google revoit l'interface du service. Alors, aussi bien dans l'application iOS qu'Android que sur le web. Donc, en gros, il y a un nouveau logo qui reprend l'épingle, vous savez, qui sert à repérer un lieu sur la carte, qui s'habille aux couleurs de Google. Et puis, 5 nouveaux onglets font leur apparition. Donc, un onglet de découvrir, un onglet de trajet, un onglet enregistré pour ses adresses préférées, un onglet contribuer pour laisser ses avis, et puis un dernier sur les actualités, des lieux qu'on peut suivre, des établissements par exemple qu'on peut suivre. Et puis évidemment, il y a quand même une grande nouveauté, c'est la généralisation de la réalité augmentée, parce que c'est vrai que Google Maps maintenant permet de se repérer en ville, dans la rue. Vous tendez votre téléphone devant vous, la caméra filme ce qui se passe, et puis par-dessus va s'imprimer les indications pour aller à droite, à gauche. C'est vraiment hyper bien fichu, et ça peut être très très pratique quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas du tout. Et puis on termine aussi par quelques nouveautés, comme dans les transports en commun. Vous allez avoir les infos d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, et aussi la température dans les wagons, c'est-à-dire que les gens pourront dire alors il fait chaud, il fait froid, et puis alors quand vous allez regarder votre trajet, ça va vous indiquer comment il faut vous habiller pour prendre le métro peut-être. Voilà, c'est assez marrant comme. Mais vous savez que moi j'ai alors il m'arrive de prendre. On est dans le 15e arrondissement à Paris, à côté il y a le tram que vous prenez peut-être tout comme moi, et la dernière fois j'ai lancé Google Maps et j'ai eu une notification intéressante. Il me disait dites-nous s'il y a du monde ou pas dans la rame où vous êtes. C'est dingue. Et donc en indiquant cette information, après elle est remontée pour tous les autres voyageurs, il y a cette info. C'est assez rigolo. Ça se base sur les infos des utilisateurs pour les donner aux autres. Google Maps qui a révolutionné la manière de se déplacer et qui a, on va dire, laissé quand même pas mal de morts sur le passage. On voit que ça a été un coup dur pour TomTom, enfin pour certains autres. Alors même s'ils font un retour chez les Chinois. Ils font un retour chez les Chinois. Enfin, et c'est là qu'on se rend compte que la conséquence des rapports de force, effectivement, conflit, bénéficie, comme toujours dans la vie, à d'autres acteurs. Exactement. Oui, Google Maps et Waze, parce qu'on n'a pas évoqué Waze, qui est aussi, on va dire, le pendant, on va dire, plus routier en fait, de Google Maps, ont complètement révolutionné notre manière de se déplacer. Alors il faut savoir que, comme le disait
disait Jean-Sébastien, aujourd'hui, Google Maps aux États-Unis, c'est 67% de part de marché. Derrière, Waze est numéro 2 avec 12% de part de marché. Donc vous avez le choix entre Google et Google. Mais, et c'est pour ça aussi que toutes ces innovations arrivent, il y a quand même un troisième prétendant qui pousse fortement, qui s'appelle Apple Maps, et donc qui a 11% de part de marché aujourd'hui, et qui commence à lancer, vous savez, ces véhicules qu'on avait vus il y a très longtemps de Google pour faire du Street View, donc prendre en photo les rues, pouvoir se balader dedans en 360 degrés. Apple fait la même chose, et en plus essaie d'ajouter des choses, alors de couverture, ce qu'on appelle indoor, donc dans les magasins, dans les boutiques, voire après de deep indoor, c'est-à-dire les parkings souterrains, etc., pour savoir si à un moment donné vous pouvez avoir une place de parking qui est libre. Et donc on voit aujourd'hui qu'il y a une bataille autour de la cartographie depuis que Google a été retiré de facto des iPhones pour être remplacé par le système interne d'Apple, qui au début a connu pas mal de problèmes, tu t'en étais fait l'écho, enfin vous en étiez fait l'écho, mais qui s'est depuis un petit peu amélioré, et du coup maintenant c'est la course un peu à l'échalote entre Google et Apple, et on voit que Google du coup ça les aiguillonne un peu pour ajouter les nouvelles fonctionnalités qu'on vient de voir. Cela dit, je pense pas qu'Apple Plan soit encore au niveau de Google Maps, parce que je trouve que sur tout ce qui est point d'intérêt justement, c'est encore pas mal en retard, surtout en Europe, un peu moins aux États-Unis, mais après en navigation, pour avoir utilisé quand même les trois assez souvent, en navigation auto, je trouve ça assez correct, notamment ça se base sur les données de TomTom, Apple, sur tout ce qui est embouteillage, par exemple les trafics, et c'est plutôt fiable. Ouais, tout à fait. Puis l'autre point sur lequel insiste Apple, c'est que eux ne gardent pas vos données personnelles. C'est ça. Contrairement à Google pour vendre de la publicité, pour vendre même du click to call, vous savez, où vous pouvez réserver votre table en direct, on vous met en relation avec un commerçant. Généralement, ils peuvent prendre une commission au passage ou pas, ça dépend. Et Apple, c'est pas du tout le même modèle. Donc c'est vrai qu'on voit aussi l'opposition de modèle en disant, nous, on vous offre un service que pour vous, on ne garde pas les données. Puis Google, qui eux, font du Google. C'est un peu leur business, Exactement. Google. Tiens, on reste dans Google Maps. On parlait de trafic il y a un instant. Finalement, c'est assez facile de provoquer un embouteillage. Tout à fait, c'était sur Google Maps. Exactement. C'est un artiste berlinois là, qui nous l'a prouvé cette semaine. Il s'agit tout à fait. C'est un artiste qui a fait une performance. Il s'appelle Simon Weckert. En fait, il a placé dans une sorte de petite charrette 99 smartphones sur lesquels il a fait tourner donc Google Maps en même temps. Il est allé marcher tout simplement dans une rue de Berlin en tirant la charrette derrière lui. Et évidemment, l'algorithme de Google, quand il voit 99 véhicules qui roule au pas dans une petite rue, pour lui c'est un embouteillage. Donc c'était signalé, cette rue était signalée comme étant complètement embouteillée alors qu'il n'y avait absolument personne et seulement ce bonhomme là qui tire sa petite charrette à pied au milieu de la route, quoi. C'est assez rigolo. Alors c'est pas la première fois que les algorithmes de Google et de Waze peuvent être trompés. On sait qu'il y a pas mal de riverains qui sont sur des routes qui sont très empruntées par les automobilistes, qui parfois signalent soit des travaux, soit des accidents. Pour justement exactement éviter tromper en fait l'algo de pour Google Maps pour ou de que Waze. l'algo ne propose pas aux automobilistes de passer par exemple à la rue. Donc en fait cet artiste, lui, ce qu'il veut montrer, c'est une sorte de manière que ces applications, il y a beaucoup de business qui reposent dessus, que ce soit les VTC, les sites de livraison à domicile, les sites de rencontres aussi, et finalement ils sont très faciles à corrompre, et alors que il y a des activités entières de business ou tout simplement de notre vie, de notre quotidien qui sont basées là-dessus. Bon, enfin, cela dit, on n'a pas tous 99 smartphones dans une charrette. Ça, c'est sûr. Mais c'est un artiste qui a les moyens. Oui, c'est un artiste qui a les moyens. Ou alors, il a piqué les smartphones de toute sa famille et peut-être même de son voisinage. Nous, on pourrait faire ça, tiens, au labo de 01. Parce qu'on ne doit pas être loin de 99 smartphones sur les étagères de Lionel. On en a quand même pas mal. On revient à un sujet un petit peu plus sérieux maintenant. On évoque la 5G qui sera, on va dire, le gros sujet de l'année 2020. Le gouvernement américain qui organise ses entreprises pour contrer le géant Huawei. Ouais, c'était un peu la semaine des grandes manœuvres dans la 5G aux États-Unis. En fait, mardi, c'est le Wall Street Journal qui expliquait que Larry Kudlow, donc qui est le président du Conseil économique national et qui est le principal conseiller de Donald Trump en matière d'économie, il défend en fait un projet de coopération entre tous les grands groupes américains autour de la 5G. En fait, la Maison Blanche voudrait mettre un peu en ordre de bataille Microsoft,
Microsoft, Dell, l'opérateur AT&T, pour concevoir une offre d'équipement 5G qui serait entièrement domestique pour et entièrement américaine. Évidemment, pour contrer, pour suppléer au retrait de Huawei aux États-Unis. Alors, c'est presque entièrement américain parce que en fait, il y a eu aussi une initiative après l'équivalent de ministre de la Justice aux États-Unis qui lui dit que le gouvernement américain pourrait participer activement à pourquoi pas une reprise de Nokia et de Ericsson, qui sont donc les deux champions de la 5G européenne, pourquoi pas prendre leur contrôle et intégrer tout ça justement à cette initiative, on va dire d'un côté logiciel et de l'autre purement matériel. Alors évidemment, ces deux acteurs que sont Nokia et Ericsson sont très bien implantés déjà aux États-Unis, et puis ils sont originaires de pays qui sont alliés des États-Unis, et voilà ce qui est tout le problème entre la Chine et Huawei, entre les États-Unis et Huawei, pardon. Finalement, on se rend compte que l'Europe est plutôt bonne dans la 5G avec ces deux acteurs, Nokia et Ericsson. Ils pourraient traverser l'Atlantique et devenir américains, à ton avis, Emmanuel ? Vu ce qui se passe en Europe aujourd'hui avec le fait de pousser une souveraineté européenne, c'est poussé aujourd'hui par Vestager, la commissaire Vestager, et d'un côté et de l'autre côté Thierry Breton qui veut mettre en place justement une contre-offensive des Européens face à la Chine et aux États-Unis. Ça semblerait quand même un désaveu que Nokia ou Ericsson passent entre les mains d'intérêts américains. Après, bon, encore une fois, c'est possible. Ils ont l'argent. Voilà. Exactement. L'argent, il y a eu à la fin de la récré, exactement. Ericsson, Nokia sont passés quand même par des moments difficiles financièrement, avec des grosses restructurations. Nokia a avalé Alcatel, qui lui-même n'était pas en très grande forme, donc il a fallu restructurer tout ça. Ce qui est surprenant quand même, c'est que les États-Unis avaient des grands acteurs dans l'équipement des réseaux télécoms. Il y a eu Nortel, le Canadien, qui a fait faillite, qui était quand même plutôt une pépite. Puis surtout les Bell Labs avec Lucent qui avait fusionné avec Alcatel. Donc Alcatel-Lucent était franco-américain, donc les États-Unis avaient encore un pied avant que finalement Lucent, il y a eu des reventes de certaines parties de Lucent aux États-unis, notamment les brevets, voilà, et qu'Alcatel ne rejoigne finalement le giron de Nokia. Donc c'est un peu tout ça pour ça en fait, pour se redire on reconstitue ce qu'on a finalement bradé ou laissé partir. Bon, et puis dernier point, il y a quand même un autre opérateur derrière dont on parle très peu, mais qui essaye de un peu tailler sa route entre d'un côté les Européens et de l'autre les Chinois, c'est Samsung. Samsung aujourd'hui est un équipementier 5G en Corée du Sud. Ils ont signé avec des opérateurs japonais, ils ont signé avec des opérateurs américains. Ils ont été vus, à ma connaissance, par plusieurs opérateurs européens. Pour l'instant, ils n'ont pas signé de deal en Europe. Mais Samsung pourrait être une troisième voie aussi. Un allié américain, pour le coup, la Corée du Sud. Voilà. Et tout dernier point, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement la suite des déclarations de Donald Trump en novembre. Vous vous souvenez quand il avait été visiter les usines d'Apple, et il s'était tourné vers Tim Cook en disant « Bon alors, quand est-ce que vous faites des équipements 5G, monsieur Cook ?» Alors Tim Cook était resté un peu interdit. Il disait « Vous avez quand même beaucoup de cash, plus de 200 milliards de cash chez Apple, donc en gros, vous avez de quoi investir et de devenir le leader de la 5G. » Bon, on voit mal Apple rentrer dans l'infrastructure de réseau télécom, c'est pas trop leur... Mais en tout cas, ça sent qu'ils ont été sollicités au plus haut niveau de l'État. Donc on voit qu'il y a une volonté politique de faire émerger une solution américaine, ça c'est certain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ces tensions américano-chinoises ont comme conséquence aussi de créer des tensions entre les États-Unis et l'Europe. Parce que finalement, il va y avoir des tensions maintenant, on va dire économiques et stratégiques sur la 5G entre les Américains et les Européens avec... on le disait, Ericsson et Nokia, c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout... En fait, toutes les cartes sont en train d'être rabattues et on ne sait pas du tout où ça va aller, cette histoire-là. Oui, puis les États-Unis, des émissaires américains étaient encore de passage à Paris il y a quelques semaines, dans tous les pays européens, pour faire pression sur les États. On a même vu les journalistes en disant, attendez, si vous installez du Huawei, nous, on ne partagera plus nos informations de renseignement, notamment dans la lutte antiterroriste avec les Européens. Donc il y a une forme de chantage des Américains aussi là-dessus. C'est vrai que certains pays ont résisté, l'Angleterre notamment, qui est un allié quand même très proche des Américains. Ils ont tempéré un peu la position américaine, les États-Unis l'ont plutôt mal pris. Oui, et notamment le courage de Boris Johnson. Oui, c'est exactement. Écoutez, nous, on a une stratégie qui a une position un peu moins claire. En fait, ce que disent les opérateurs, c'est qu'il faut regarder l'infrastructure des réseaux télécoms aujourd'hui en Europe. S'ils sont déjà équipés de Huawei, ils vont être obligés de continuer, sinon il va falloir tout désinstaller, ça va coûter extrêmement cher. Donc les gros opérateurs... Qui va payer Parce que les opérateurs historiques vont se retourner vers leur gouvernement pour dire c'est vous qui prenez la décision. Donc il faut nous aider. Voilà, exactement. Et c'est plusieurs centaines de millions d'euros, voire plusieurs milliards. On parle de milliards même. C'est ça.
Alors la conséquence de tout ça, c'est que Huawei se retrouve un petit peu isolé, puisque, rappelons-le, Huawei n'a plus accès en fait au service Google. Exactement. Alors au début, ils attendaient peut-être une embellie. On voit que cette embellie est loin de pouvoir arriver. Et donc, ils se préparent, ils s'organisent à créer peut-être un troisième système concurrent de Google et d'Apple. C'est ça. Alors, on sait qu'au niveau du système, Huawei est en train de bosser sur HarmonyOS, au niveau du système d'exploitation. Ouais. Mais au niveau de la distribution, Huawei, cette semaine, s'est allié à Xiaomi, Oppo et Vivo, en fait, pour créer une offre commune de distribution d'applications. Donc, en gros, les développeurs pourront mettre à disposition leurs applications simultanément sur chaque store intégré à chaque smartphone de chacune de ces marques-là. Donc, c'est une force de frappe assez considérable, quand même, parce que si on prend les chiffres du cabinet IDC, ces 4 marques, elles ont représenté au dernier trimestre 40% des ventes de smartphones dans le monde, donc c'est quand même pas rien. Et ça serait donc une alternative au Play Store sur Android, qui pourrait séduire certains développeurs, parce que aussi faudra voir quelles sont les conditions d'accès à ce store. S'ils décident d'avoir une commission moindre que les 30% actuels pratiqués par Google et aussi Apple sur son App Store, ça peut être assez séduisant pour ces développeurs de se lancer sur cette offre-là de logiciels. Incroyable. Emmanuel, voilà, encore une fois une conséquence de tout de la volonté d'indépendance ou de souveraineté. Et ça risque finalement de retomber en fait sur Google. Oui, moi j'y crois moyennement. Simplement parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit concernant l'Apple Store d'un côté et puis le Play Store de l'autre, le Google Play Store, ce sont aujourd'hui des machines à cash pour les développeurs. C'est-à-dire que c'est vendu généralement, les 2 OS sont des OS sur des téléphones plutôt haut de gamme, donc avec des gens qui ont des capacités financières importantes d'achat d'applications. Quand tu parlais des 40% de part de marché pour Oppo, Vivo, en réalité, c'est quoi comme pays ? Parce que si c'est des pays indiens, africains, etc., c'est pas la même capacité d'achat sur les Play Store qu'en Europe et aux États-Unis. Oui, et puis est-ce que c'est dans ces 40%, il y a la Chine qui est comprise parce alors, que la Chine... alors dans les 40%, oui. Par contre, cette offre concerne en dehors de la Chine. Voilà, donc c'est plus 40% finalement, parce que si on enlève... parce que le Play Store n'est pas déjà présent en Chine. Tout à fait. Donc en fait, c'est pas 40%. Donc c'est pour ça le point de vue est un peu biaisé à cause du marché chinois. Moi, je pense que ça va faire un coup d'épée dans l'eau. Samsung n'a même pas lui-même réussi à imposer son store, qui avait une puissance de frappe quand même importante. C'est toujours le numéro 1 mondial. Et puis surtout, créer un OS, c'est bien beau, mais est-ce qu'on aura les services que les gens veulent ? Est-ce qu'on aura les services américains dessus ? Si on n'a pas Twitter, si on n'a pas Facebook, si on n'a pas Gmail, ça va servir à quoi ? Pas grand-chose, Oui, a priori, bien sûr, ces applications ne seraient pas dispo. Tout ça est bien... Alors, c'est passionnant, complexe, mais c'est pour ça qu'on en parle toutes les semaines, parce que, évidemment, toutes les semaines, il y a un nouvel épisode. Ça va vite, là. C'est incroyable. Alors, conséquence de tout cela, vous le savez, dans quelques jours, quelques semaines, aura lieu à Barcelone le Mobile World Congress, qui va être passionnant, ne serait-ce que parce que voilà, tout ce qu'on évoque actuellement sera évidemment amplifié à Barcelone. On va beaucoup parler de 5G, sauf que il y a évidemment un trouble fait qui arrive, c'est ce fameux coronavirus. Exactement. Et qui pourra avoir des conséquences sur le Mobile World Congress. Oui, déjà, première conséquence, c'est l'annulation de la venue de LG, donc le constructeur sud-coréen, qui a annoncé ça cette semaine. Il dit, je cite, « Cette décision permettra d'éviter d'exposer inutilement des centaines d'employés de LG à des voyages internationaux, ce que la plupart des experts de la santé ont conseillé. » Donc voilà, ils veulent absolument pas prendre de risques par rapport à ce salon et au virus. Donc la marque indique aussi qu'elle organisera plutôt des événements plutôt locaux en s'appuyant dans les équipes déjà présentes dans les pays. Et puis aussi, on a appris cette semaine dans le Figaro que les responsables des marques chinoises Huawei, Xiaomi et ZTE partiront quant à eux avec 2 semaines d'avance pour être mis en quarantaine avant l'ouverture du salon qui ouvre donc le 24 février. Et évidemment, pour ces marques-là, hors de question quand même de louper ce salon. Justement, on parle de tous ces soucis autour de la 5G. Ça va être un moment crucial au niveau du déploiement de la 5G cette année. Donc il faut obligatoirement qu'ils soient là. Donc on voit que toutes les précautions sont prises par ces marques-là pour être présentes quand même sur le salon. Alors pour LG, on va dire qu'à la limite c'est presque une excuse parce que on sait qu'ils ont plus grand chose en termes de smartphones aujourd'hui. Donc finalement ça tombe peut-être plutôt bien pour eux de dire écoutez, en plus on va faire des économies comme on n'avait pas grand chose à annoncer et que en Europe LG n'existe plus. Alors ils existent encore en France, dans quelques pays européens. En France non. En France il n'y a plus LG. Dans quelques pays européens un petit peu, mais bon. Voilà. C'est Ils clairement pas leur priorité. être bien contents et ça leur fait faire des économies.
En revanche, pour les autres, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, effectivement, c'est ce que disait Jean-Sébastien. En plus, il y a le problème de, se rendre à Barcelone pour l'exposition, et 2, aujourd'hui, de la chaîne d'approvisionnement en fait, de ces fabricants de téléphones, puisque dans la région de Wuhan, il y a 5 grandes usines, dont une qui fait des Galaxy S pour Samsung, qui fait des terminaux Huawei et des terminaux Motorola, donc Lenovo, puisque la marque Motorola appartient à Lenovo aujourd'hui. Et ces usines-là sont fermées, donc il y a un impact direct sur la production et les volumes de smartphones. Les analystes s'attendent à une baisse de production dans les mois qui viennent. Alors d'habitude, c'est pas très grave, parce que le premier trimestre, deuxième trimestre, c'est pas gros des ventes quand même. C'est plutôt la fin de l'année, moment de Noël, on s'achète. Sauf si Apple lance son nouveau téléphone, attendu pour le mois de mars. Là, ça peut avoir un vrai impact sur Apple. Apple est resté très prudent en disant qu'ils avaient alors ils ont fourni un objectif de chiffre d'affaires sur le deuxième trimestre avec un écart de 6 milliards de dollars. C'est un des plus gros écarts qu'ils aient jamais donné, parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre sur les fermetures des usines en Chine. Puis on en parle moins, mais aussi les fabricants de consoles qui commencent à être touchés. Nintendo a annoncé lors de ses résultats qu'ils allaient probablement rapatrier une partie de leur production au Vietnam pour la Switch, parce qu'en fait la Switch doit être livrée au Japon et il y a déjà des problèmes de livraison. Donc on voit que toute la tech est touchée aujourd'hui par le coronavirus et toute la chaîne de production, et il faut se tourner après sur d'autres sources d'approvisionnement quand c'est possible. Voilà, sans parler évidemment des risques sanitaires. Se retrouver dans un salon avec des dizaines de milliers de personnes qui sont dans des endroits, on va dire, confinés. En plus, Je veux dire, c'est pas l'idéal. Alors nous, on y sera. Oui, il va être étrange ce mois au Congrès cette année. On n'y sera pas. Je sais pas, on va faire comment? On va être en quarantaine après, nous Je pense pas, mais voilà, ça va être une ambiance, je pense, assez bizarre. Un peu particulière. En tout cas, nous, on y sera. Jean-Sébastien, toute la rédaction de 01 Net, et puis on vous proposera des émissions spéciales depuis Barcelone pour découvrir évidemment toutes ces nouveautés. On parlait d'Apple, on va encore en parler, parce qu'on voit que Apple essaie de créer de nouveaux usages. Et pourquoi ne pas pouvoir ouvrir avec sa montre ou son téléphone sa voiture? Tiens, oui, tout simplement. C'est une fonctionnalité qui a été repérée dans la version bêta d'iOS 13.4. Cette fonctionnalité, elle est baptisée Car Key, et donc, comme tu le disais, elle permet d'ouvrir ou de verrouiller son véhicule via le smartphone ou la montre connectée d'Apple. Donc c'est un système qui est sans contact et qui serait donc compatible évidemment qu'avec les voitures qui intègrent déjà du NFC, forcément. Et il ne nécessiterait pas ni Touch ID ni Face ID. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'on pourrait l'utiliser aussi quand l'appareil est à court de batterie. Ce qui est quand même assez pratique, parce que si vous n'avez plus de batterie sur votre iPhone, c'est quand même sympa de pouvoir rentrer dans sa voiture et rentrer chez soi pour le recharger. Donc évidemment, c'est un système qui ne va pas être compatible comme ça du jour au lendemain quand iOS 13.4 sera disponible. Il faut que les constructeurs y travaillent, rendent compatible avec. Mais bon, quand on voit comment CarPlay, la solution embarquée d'Apple, a été adoptée par presque tous les constructeurs maintenant, on a quand même peu de doutes sur le fait que ça sera certainement généralisé dans les mois et les années qui arrivent. C'est plutôt pas mal d'ouvrir sa voiture avec son Apple Watch. Ça serait bien aussi de pouvoir prendre le métro et le tramway, ce qui n'est pas encore le cas en France. Mais ça, c'est un autre débat. Oui, on a vu les gens d'Apple là, il y a une semaine, on en a parlé en off avec eux. Ils disaient que ça avançait. De quoi, avec la RATP? Oui. Mais ça avance, mais la RATP veut pas trop de... Ça avance, ça avance à la vitesse d'un tram à l'arrêt, j'ai l'impression. Exactement. Ça fait des années qu'on évoque ce... Donc maintenant, c'est disponible sur beaucoup de smartphones Android. Voilà, donc c'est vrai, à la recharge, pour le coup, c'est ce que disait Apple, ils sont obligés de s'adapter avec les technologies de chaque pays. Oui. Parce que c'est pas les mêmes normes. Par exemple, en Chine, ils sont développés dans une ville, c'est pas la même technologie qu'à Paris, par exemple. Donc à chaque fois, ils doivent adapter. C'est pas le fort d'Apple d'adapter dans les localement. En général. Non, généralement, on pointe du doigt Apple, mais c'est peut-être la RATP aussi qui est pas de bonne volonté. Enfin, je sais pas trop. Oui. Non, mais il y a un vrai problème financier entre les deux, je pense, parce qu'effectivement, Apple veut prélever un peu de sous sur les passes à chaque fois, tout simplement. Donc... Bon, là aussi, ça sera quand même espérons que ça arrive en 2020, cette bonne nouvelle, on verra bien. On va terminer avec Motorola qui sera présent sans doute au Mobile World Congress pour présenter ses nouveautés, et notamment ce fameux smartphone pliable, qui est très beau, qui en plus fait un peu
penser à notre Madeleine de Proust, quand nous étions tous les trois jeunes et que nous avions ces téléphones à clapper. Voilà. Et donc, Motorola est sur le point de sortir un téléphone à clapper avec un seul écran pliable. Le problème, c'est qu'il y a un problème. Voilà, alors vous vous souvenez de l'arrachage des écrans des Galaxy Fold. Les Américains s'étaient amusés à enlever la protection d'écran, qui en fait n'était pas une protection d'écran, c'était l'écran. Et ben c'est la même chose pour le Motorola Razr. Je sais pas qu'est-ce qu'ont les Américains avec les téléphones à écran souple, mais ils veulent absolument à chaque fois essayer d'enlever cette protection d'écran. Et on s'est retrouvé avec la même chose, c'est-à-dire sur certains modèles, les écrans complètement arrachés. De la même manière, quand on plie le téléphone, il y a un petit espace qui se crée au niveau de la charnière entre l'écran et l'appareil. Et là, de la même manière, certains se sont amusés à soulever l'écran à partir de là. Et ben forcément, arrive ce qui arrive, l'écran souple ne fonctionne plus. On sait que c'est des écrans qui sont assez fragiles, donc les constructeurs disent d'ailleurs qu'il faut les mettre dans une poche seulement quand ils sont pliés, etc. Et voilà, mais c'est quand même assez étonnant de voir que c'est globalement qu'aux États-Unis qu'il y a des soucis avec ces écrans. Je ne sais pas ce qu'ils font les Américains avec les écrans souples, ce qu'ils leur veulent, mais voilà, si vous avez envie d'acheter un écran, un téléphone pliant bientôt, faites attention à manipuler ça avec précaution et de ne pas vouloir arracher à tout prix les protections d'écran. C'est très séduisant, je trouve, ce téléphone. Ouais, il est très sympa. Très sympa. C'est le fait de se retrouver avec un petit téléphone qu'on déplie et un grand écran. C'est sans doute une très bonne idée, peut-être meilleure que l'ouverture horizontale du Galaxy et d'ailleurs, Fold. Samsung va lancer normalement le Galaxy Z Flip le 11 février en même temps que le Z20 et le S20 pardon, et qui aurait le même form factor a priori. Donc c'est plutôt sympa comme appareil. Parfait, merci beaucoup à tous les deux. Merci Jean-Sébastien Zanqui, merci à Emmanuel Paquette de l'Express. Et on se retrouve dans un instant pour la suite de ce De quoi je mail. Et on va évoquer une marque que vous connaissez, mais peut-être pas très bien. Il s'agit d'Asus, direction Taïwan. Dans un instant, à tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.